Et donc, pour commencer, je vais revenir une seconde sur la manif pour tous de dimanche dernier, à laquelle j'étais, vous pouvez vous en douter. Sur la question du chiffre de fréquentation, c'est pas anecdotique. En fait, alors, il faut savoir que les organisateurs de la manif pour tous ont une fâcheuse tendance, c'est de sous-estimer leurs propres chiffres de fréquentation. Et ça, on l'a vu à plusieurs reprises, c'est-à-dire, évidemment, ils vont pas falsifier consciemment les chiffres, comme le fait la police, mais en général, ils estiment à la baisse, malgré tout. Et pour une raison technique très simple, c'est qu'ils font le comptage avant que tout le monde soit arrivé. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas qu'ils veulent, c'est pas qu'ils sont modestes ou quoi que ce soit. Mais dimanche dernier, le comptage, quand on nous a donné le chiffre de 200 000, la manif n'était pas terminée. Et il y a des gens qui sont arrivés encore pendant 2 heures à peu près, ou 1 heure, 1 heure et demie, je sais pas exactement. Donc il faut, il y a trois chiffres. Il y a les vrais chiffres des RG, les faux chiffres des RG et les chiffres de la manif pour tous. Les trois sont, les vrais chiffres des RG, c'est les vrais chiffres, en général qui sont supérieurs aux chiffres de la manif pour tous, puisque c'est les vrais chiffres. Sachant que les chiffres de la manif pour tous sont toujours une estimation plus réaliste, évidemment, que les faux chiffres des RG, vous me suivez, mais malgré tout, toujours un peu à la baisse. Donc, ça, c'est juste pour dire ça. Donc, surtout, ce que j'ai vu, c'est que, les régions étaient moins présentes que les années précédentes. Je crois que c'est surtout ça qui a fait baisser un petit peu la fréquentation. Il y avait moins d'étendards, de drapeaux régionaux. Et donc, c'était surtout, c'est une manif essentiellement francilienne, et quelques régions autour, le centre, la Normandie, mais j'ai pas vu beaucoup de monde du sud, par exemple. Ça coûte cher, il faut avoir un logement sur place, parce que c'est le temps de trajet est long. Là, moi, je vais placer mon intervention. Ah oui, le titre de la conférence, c'était quoi? C'était, déconstruire l'empire du mensonge, c'est ça, voilà. Déconstruire l'empire du mensonge, ça suppose une certaine technique, en fait. Donc, je vais placer mon intervention dans le cadre, justement, un peu de ce que j'ai fait ici plusieurs fois, les ateliers de réinformation. Qui sont en fait un partage des bonnes pratiques de communication que j'ai repérées au cours de mes études et au cours de ma pratique d'écrivain ou de trolleur sur Internet, mais le terme de troll est péjoratif. Non, de réinformateur sur Internet. Donc, parce que il faut toujours distinguer la chose et la façon de la faire accepter. Il y a la fabrique du consentement, comme disait Édouard Bernays. Donc il y a tout un marketing autour de la GPA notamment. Il y a tout un marketing qui vise un marketing des idées qui vise à faire accepter quelque chose d'inacceptable en soi. La GPA, ça peut être renommé en faisant un jeu de mots avec l'acronyme comme grossesse pour argent, grossesse, je sais plus, il y en a d'autres, il y a d'autres jeux de mots comme ça. Fondamentalement, c'est de la prostitution utérine. C'est-à-dire que là, dans le cadre de la GPA, la prostitution, et c'est Pierre Berger qui a tout dit, nous allons mettre en location le ventre des femmes. Il s'agit donc d'aller au-delà de la prostitution du vagin, il s'agit de prostituer l'utérus. Voilà, c'est ça la réalité. C'est parfaitement inacceptable, en particulier du point de vue féministe. Or, nous avons là un gouvernement qui se revendique des grands idéaux du féminisme et qui va plus loin que n'importe quel proxénète. Il y a une dissonance cognitive, maximum, là. C'est difficile de faire plus que ça. Mais pour faire passer malgré tout la pilule, sans jeu de mots là pour le coup, mais pour faire passer la monstruosité, donc il y a tout un marketing des idées et toute une inversion des rapports dominants-dominés, toute une inversion des rapports de la victime et du bourreau, c'est-à-dire que en gros, les défenseurs des femmes prostituées vont se retrouver qualifiés de fachos et occuperont la place du bourreau dans le triangle Cartman.
Donc tout ça, toutes ces techniques appliquées par le gouvernement actuel et ses conseillers, etc., en communication, s'inscrivent dans une méthodologie qui porte deux noms. Hein. En Occident, on parle d'ingénierie sociale, je dirais dans le champ russophone, hein, on parle de technologie politique. Mais c'est la même chose, hein, fondamentalement. Alors, les technologies politiques, c'est quoi? Alors, je vais vous donner une petite définition de Dmitri Orlov, hein, qui est publié au Retour aux sources, enfin son dernier ouvrage, et qui donc a un blog assez bien fourni, hein, c'est quelqu'un de brillant, et qui est, bon, Dmitri Orlov, c'est un chercheur donc russo-américain, donc bon, d'origine russe, comme son nom l'indique, mais américain, je crois qu'il est arrivé aux États-Unis quand il avait une dizaine d'années ou quelque chose comme ça, et qui est expert des questions de collapsologie. Hein, la collapsologie, c'est quoi? C'est la science de l'effondrement des sociétés. Bon, c'est assez neuf, hein, mais même si ça existe depuis, enfin, même si l'objet, encore une fois, la chose existe depuis longtemps, mais bon, la méthodologie qui analyse comment ça se produit, c'est finalement assez récent. Et donc sur son blog, Dmitri Orlov donc explique qu'est-ce que c'est que les technologies politiques. Donc les technologies politiques, je cite, ont trois buts principaux. 1. Changer les règles du jeu entre les participants au processus politique. 2. Introduire dans la conscience des masses de nouveaux concepts et de nouvelles valeurs, opinions et convictions. 3. Manipulation directe du comportement humain par les médias de masse et les méthodes administratives. Donc là, on baigne là-dedans, hein, en France et plus largement en Occident. Voilà, donc nous, du fait qu'on baigne là-dedans, hein, donc le pouvoir, c'est le pouvoir qui définit l'environnement. Notre environnement, c'est ça, c'est ce que je viens de vous décrire. Hein. Je pense que vous le savez, vous le sentez, vous le voyez, quoi. Donc bon, maintenant, je vais plutôt utiliser le terme d'ingénierie sociale qui est plus courant en France ou dans les pays anglo-saxons, on appelle ça le social engineering, mais c'est la même chose que ce que je viens de lire que ce que décrit Dmitri Orlov en termes de technologie politique. Le but de l'ingénierie sociale, c'est de définir la toile de fond émotionnelle de tous les débats. Définir la toile de fond émotionnelle des débats, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on soit pour ou contre, il y a un consensus élémentaire qui est fait sur l'acceptation de certaines choses. Donc on a le droit d'être pour ou contre la GPA à condition d'accepter la GPA. Je résume, ça donne ça en fait. Donc il y a une limite à ne jamais franchir, c'est de dire non, la GPA est inacceptable. Ça ne doit jamais être franchi. Mais à l'intérieur donc, de ce périmètre, on a le droit de tout dire, mais à la fin, il faut quand même dire qu'on est d'accord. Mais ça, c'est un peu l'entourloupe de l'ingénierie sociale et de toute ce qu'on appelle aussi du management des perceptions, et qui consiste à fabriquer des faux débats. Où effectivement, on va faire débattre des gens sur des plateaux de télé, mais à la fin, tout le monde est d'accord. C'est par exemple, je sais pas, dans des émissions, voilà, qu'est-ce qui se passe en Syrie? Ah, il se passe plein de choses, alors vous avez des gens qui en apparence s'affrontent, mais à la fin, tout le monde est d'accord, il faut faire tomber Bachar el-Assad. Voilà. Et pendant 1 heure, on a produit une illusion de contradiction critique et d'antagonisme. Voilà, donc et définir la toile de fond, ça veut dire, effectivement, définir le consensus implicite, c'est-à-dire que, de toute façon, dans tous les cas, Bachar el-Assad doit partir. Donc détricoter le mensonge, déconstruire l'empire du mensonge sur la GPA et sur tout ce qui tourne autour de la GPA, le mariage homo, la PMA, etc. Ça veut dire attaquer la toile de fond. Et pour ça, donc, il faut des arguments massus, qui en fait délégitiment à l'origine, qui attaquent la racine même du débat. Donc j'ai isolé 4 arguments massus. Oui, alors je précise, donc je vais procéder en 2 temps, donc je vais dans un premier temps vous parler du fond, et puis dans un deuxième temps de la forme. Pas très original, mais enfin bon, en même temps c'est clair, et tout le monde comprend. Donc sur le fond, donc j'ai isolé 4 arguments massus qui permettent en fait de couper court à tout débat qui durerait trop longtemps, sur le sujet de la GPA par exemple. Parce que c'est ça qu'il faut éviter, il faut éviter de rentrer dans des grands débats. Parce que bon, alors je récapitule, mon but, de plus en plus, de toute façon, je crois que je ne vais plus faire que des conférences là-dessus, c'est en fait de travailler sur la com. Comment devenir des communicants efficaces.
Le reste, fondamentalement, on s'en fout, quoi, parce qu'on est d'accord. Hein. Je veux dire, si vous êtes là, moi, c'est vrai que bon, moi, faire des conférences avec des gens avec lesquels je suis d'accord sur pratiquement sur 99% des sujets, c'est plus très intéressant. Maintenant, ce qu'il faut, c'est communiquer en extérieur. Hein, c'est que que chaque personne dans cette pièce doit ensuite communiquer de son côté, hein, et s'aimer. C'est-à-dire, en fait, devenir prosélyte. Donc pour ça, bon, faut savoir, je vais essayer de vous stresser. Nous sommes en danger de mort. Donc si nous ne gagnons pas dans les années qui viennent, de toute façon, nous serons euthanasiés. Ça, faut être conscient de ça. Je sais que les gens, enfin, j'ai 44 ans, je serai euthanasié si je ne gagne pas. Je serai euthanasié à la retraite. Hein. C'est-à-dire qu'on va éventuellement me laisser travailler. Et puis, comme ce que disait Jacques Attali au début des années 80, bon, bah, à la retraite, on est plus productif. Donc c'est vraiment égoïste de vouloir rester en vie. C'est ce qu'il disait. Hein. Du point de vue socialiste, il est égoïste de vouloir rester en vie quand on est plus productif. Parce qu'on on pompe en quelque sorte du capital aux gens qui restent productifs, hein, qui travaillent, et c'est vraiment c'est indigne, quoi. Ça se fait pas, quoi. Voilà comment, là encore une fois, comment, enfin, essayer d'inverser les valeurs, etc. Donc je sais que moi, à l'âge que j'ai, je serai euthanasié à 60-65 ans. Si j'arrive même à cet âge-là, ce qui n'est pas sûr. Alors, j'aurai peut-être quelques clandestins qui rentreront chez moi par la fenêtre ou en défonçant la porte avant, et pour prendre tout ce qu'il y a chez moi et plus. Bref, bon, donc nous sommes sur la voie du génocide, hein, et du génocide eugéniste, hein, et donc si nous ne gagnons pas rapidement, c'est comme ça que ça finira. Parce qu'effectivement, bon, la Russie peut gagner, je sais pas, la Syrie peut gagner, l'Iran peut gagner, mais le problème c'est que là on est encore, en France et dans l'Union européenne, nous sommes encore dans un microcosme. Donc les conditions de notre libération ne sont pas encore vraiment établies. Donc même si effectivement 50% du monde reste, je dirais, libre, là aujourd'hui, ici, nous sommes vraiment en danger d'extermination dans des conditions absolument atroces. Donc ça c'est pour vous stresser, pour vous pousser en fait à devenir des prosélytes efficaces. Après bon, il faut des méthodes, il faut un minimum de technicité dans la com. L'idée c'est de pouvoir être efficace avec le minimum de coûts. C-O-U, accent circonflexe, T. Je parle pas de coups, on va se bagarrer. Donc, être capable en fait de faire de la réinformation et de diffuser les idées dans les dîners de famille, sans forcément se fâcher tout de suite, avec l'oncle ou la tante franc-maçonne, etc. Et puis ou alors à la machine à café, hein, au boulot, hein, voilà, être capable de balancer des petits trucs, hein, ce que j'appelle du fire and forget. Hein. Enfin, vous balancez des petites réflexions comme ça, mais vous attendez pas forcément de réponse. Simplement, il faut planter une graine dans la tête des gens, et puis, éventuellement dans 6 mois, dans 1 an, hein, effectivement, bon, les gens reviendront vers vous. En vous disant, bah oui, mais en fait, oui, ce que tu as dit l'autre jour, effectivement, ouais, d'ailleurs, bon, voilà, il y a ma cousine qui s'est fait violer par un type, là, qui était dans un camp de rétention, là, enfin, de migrants, etc. T'as peut-être pas tort, finalement, sur ces questions-là. Bon, voilà. Donc, c'est dans ces conditions-là qu'il faut se placer, hein, dans les conditions, finalement, de la survie physique. Hein, pas simplement culturelle, etc. Nous sommes menacés physiquement. Et donc, la GPA fait partie, hein, de l'arsenal qui nous menace aussi, hein. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un business de la stérilité qui se combine avec effectivement parmi les business, enfin dans tous les éléments, les outils de ce business de la stérilité, comme dirait Sébastien Renaud, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc la GPA en fait partie. En apparence, bon, c'est pour justement en finir avec la stérilité, puisqu'il s'agit de faire des enfants d'une manière artificielle. Mais voilà, tout est dit. Faire des enfants de façon artificielle. Donc en fait, en réalité, ça fait partie de l'arsenal du business de la stérilité, qui vise à nous stériliser et à nous liquider. Donc, parmi les 4 arguments massus qui permettent en fait d'attaquer à la racine tous ces débats, toutes ces questions sur le mariage homo, le LGBT, etc., et de délégitimer en une phrase, parce que c'est ça, il faut aller vite, en une phrase, quiconque cherche à légitimer le LGBT,
le lobbying LGBT, je parle pas des homosexuels, il y en a toujours eu, il y a des gens très bien. Il s'agit pas comment dire ça, il faut contourner évidemment les accusations stupides et malveillantes d'homophobie, etc. Le débat absolument pas là. C'est pas ça. Non, le lobby LGBT de toute façon joue contre les intérêts même des homosexuels. Hein, je veux dire, je connais des gens qui m'ont dit mais c'est une catastrophe ce qui se passe depuis 2012 en France. Avant on n'avait aucun problème, maintenant on est montré du doigt. Je parle d'homosexuels, hein, c'est des propos qu'on m'a dit, des gens que je connais. Donc premier argument massu. Le mariage homo n'est toujours pas voté en fait en France. Voilà, ça. Donc j'apporte les preuves dans Europirate. Enfin, j'avais fait un article. Il y a eu des fraudes pendant le processus de vote à l'Assemblée nationale. À partir du moment où il y a des fraudes pendant le processus de vote, le résultat est nul, quel que soit le résultat. Monsieur le Président, j'avais interpellé le président de notre Assemblée dimanche pour un fait qui m'avait semblé grave, en lui signalant que plusieurs de nos collègues, c'était de la majorité, utilisaient plusieurs tableaux de vote. Parce que, appuyez sur 3 boîtiers, si les couplages sont bien faits, et je fais confiance au groupe SRC pour faire correctement les couplages, c'est un écart de 6 voix pour un seul député. Ça peut être extrêmement grave sur les résultats. Monsieur le Président Jacob, la demande sera transmise au bureau. Je me suis permis de faire la remarque tout à l'heure pour avoir observé sur chacun des côtés ce type de pratique que je trouve déplorable. Donc les preuves, je les ai réunies dans un article que j'avais mis sur le site de ER et qu'on a repris donc dans Europirate. Il est dans le livre aussi. Hein. Oui, j'en parle aussi. Tu en parles aussi. Voilà, oui. Et donc avec donc les captures d'écran, c'est-à-dire les captures d'écran des discussions de l'Assemblée nationale, où effectivement il apparaît que le vote qu'il y a eu des fraudes pendant le vote. Donc il se trouve que c'est Christian Jacob qui a levé le lièvre, qui en a parlé. Il aura fait une chose dans sa vie, c'est mieux que rien. Et donc en fait donc il a signalé qu'il avait vu donc des parlementaires, des députés de l'Assemblée nationale appuyer sur 3 boutons de vote. Parce que après on va dire oui, mais avec les procurations quelqu'un peut voter 2 fois. D'accord, mais là c'est 3 fois. Donc il y a vraiment eu des fraudes. C'est pas simplement des procurations, des votes par procuration qui ont été confondus avec un vote normal. Non, il y a des gens qui ont voté 3 fois. Le résultat en plus de toute façon est clair puisque apparemment il y avait 60 députés PS et il y a eu 160 votes pour émanant du PS. Donc même avec une procuration, 60 x 2, ça fait 120, ça fait pas 160. Je les ai plus, les chiffres sont de cet ordre-là, je les ai plus en tête exactement, mais vous aurez tous les chiffres dans dans les textes où je résume tout ça. Et en plus, c'est reconnu par les présidents de séance. Claude Barthelone et Christophe Sirup qui dit oui, effectivement, je l'ai vu aussi, oui. Donc je demande, pour la forme, c'est purement symbolique, je demande aux gens d'arrêter de tricher, voilà. Donc ça c'est prouvé. Ensuite, en 1999, il y a eu un artifice législatif qui est passé et qui autorise le trucage des votes à l'Assemblée nationale. Oui, en fait, il y a un scandale dans le scandale. C'est-à-dire que si le résultat prévisible est conforme au résultat truqué, à ce moment-là, ça passe. Il n'y a pas de problème. On se demande bien pourquoi il faudrait truquer à ce moment-là, dans ces conditions, si le résultat est prévisible. Bref, donc et ça en fait, alors ça c'est juste une décision, en fait c'est de la jurisprudence complètement, de détacher de toute de tout fondement sérieux. C'est un truc qui est passé comme ça, et puis maintenant ça fait partie de la tradition, voilà, et ça autorise finalement de façon, en réalité, ça autorise. J'allais dire de façon quasi légale. En fait, non, c'est rien du tout, quoi. En fait, c'est juste que les députés, certainement pour des raisons pratiques, parce que il doit y avoir des trucages sans arrêt. C'est la conclusion personnelle que j'en ai tirée. Les fraudes doivent être très courantes. Et plutôt que de revoter à chaque fois, parce qu'ils s'en sortiraient pas, ils ont décidé, il y a un certain temps,
finalement, bon, bah, de fermer les yeux et puis, en fait, de s'auto-suggérer. Ah bah oui, mais si finalement, de toute façon, le résultat prévisible allait dans le même sens que le résultat truqué, donc allez, on passe et puis voilà. Bon, bref, toujours est-il que ça, on est dans comment dire ça, la fiction juridique. En fait, on est dans le grand n'importe quoi et ça n'a pas de fondement sérieux. Hein. C'est évidemment en philosophie du droit. Hein, enfin, ce n'est pas logique. Ouais. Et comment dire ça, une loi ou une décision constitutionnelle qui ne serait pas conforme à la philosophie du droit, bah, tout simplement n'est pas conforme au droit. Il y a une base au droit, c'est la philosophie du droit, et là, un vote fraudé, enfin un vote truqué, n'est pas légal. Point barre, c'est tout. Hein, je veux dire, par exemple, on fait jouer, par exemple, l'Allemagne et les îles Féroé au football. Bon, a priori, c'est l'Allemagne qui va gagner. Non, mais voilà, mais si les Allemands truquent, malgré tout, comment dire, le match, bon, ça ne rend pas le résultat légal. Dans tous les cas, donc, en réalité, le vote de la loi Taubira n'a pas été réalisé, n'a pas été performé. Donc, le mariage homo est toujours illégal en France. Et vous pouvez le démontrer, enfin, vous pouvez le prouver. C'est prouvable. Donc, maintenant, si un jour vous parlez avec votre élu à Lille, enfin, votre maire de ville, Martine Aubry à Lille, par exemple, vous pouvez lui dire, écoutez, madame, vous n'avez pas le droit de marier des homos à la mairie. Vous n'avez pas le droit. Et si elle vous dit, vous me racontez. Bon, ben vous pouvez le prouver avec, donc, vous pouvez aller chercher donc les morceaux, enfin les passages du site de l'Assemblée nationale qui rapportent ça. J'ai mis les lignes HTTP dans le bouquin. Mais ça n'a pas force de loi. Quoi donc? Ça, justement. Non, c'est la loi Taubira qui n'a pas force de loi, qui n'est pas votée. C'est tellement confus que, voilà, on sait plus. Non, mais tout le monde croit une fiction. Donc, quand tout le monde croit une fiction, il y a un effet performatif qui donne l'illusion qu'elle est réelle. Hein. Mais c'est la loi Taubira qui n'a pas force de loi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la loi Taubira qui est illégale. Mais comment Il faut inverser. Comment on pourrait justement faire émerger ça de façon légale? Ah ben, c'est l'objet là de ma communication. Ah, okay. C'est en fait que... Non, mais parce que c'est le phénomène de l'hallucination consensuelle. C'est des biais cognitifs. À partir du moment où, en fait, tout le monde... c'est l'expérience de Solomon Asch. Ash's experiment is a classic. It reveals how people will deny what they see and submit to group pressure. L'expérience de Solomon Asch, qui a montré que, par exemple, vous faites rentrer une personne, c'est une expérience de laboratoire sur la psychologie mimétique. Vous rassemblez 10 personnes dans une pièce. Il y en a 9 qui sont de mèche avec vous, qui sont en fait des complices, voilà. Et puis, en fait, en réalité, le 10e, c'est le cobaye. Les 9, alors vous passez des images sur un tableau, et en fait, les 9 racontent n'importe quoi. Vous mettez une image de voiture, ils disent, moi, je vois un chat. Et ben le 10e, au bout d'une heure comme ça, de lavage de cerveau, il va dire la même chose que les 9 autres. Parce qu'il y a peur, en fait, tout simplement, d'être isolé. Et c'est des phénomènes qui s'appellent de la pensée de groupe, du think group, du group think en anglais. Et c'est des mécanismes tout simplement grégaires, hein, de conformisme. Nous alignons notre perception, hein, c'est au-delà même de nos valeurs, notre perception du monde réel, nous l'alignons toujours sur celle du groupe. Et donc si vous contrôlez plus de 50% des perceptions du groupe, bah, vous contrôlez les 45% qui restent. Et de cette façon-là, vous pouvez faire passer des hallucinations collectives. Et ça, on y est là. Puisque c'est ça. C'est pas voté, mais tout le monde croit que c'est voté. Parce que la majorité, l'immense majorité, évidemment, là c'est même plus que 55-45, 99%, et certainement plus de la population française croit que la loi Taubira a été votée. Eh ben non, c'est pas le cas. Donc ça c'est donc premier argument massu. Enfin bon, qui est presque suffisant en réalité, puis boum, ça, tout le reste tombe. Le deuxième, voilà, c'est qu'on nous bassine avec l'égalité des droits. L'égalité des droits. Les homosexuels ont le droit de se marier eux aussi. Le problème, c'est que le mariage n'est pas un droit. Eh oui, le mariage c'est un devoir.
Alors depuis effectivement, bon, en gros, mai 68, etc. Donc on est dans l'ère, c'est l'ère du droit. Hein, tout le monde a des droits, etc. Mais, bon, fondamentalement, moi, mon référentiel, c'est pas la modernité libertaire libérale. Mon référentiel, c'est les constantes anthropologiques qui ont fait que l'espèce humaine est arrivée jusqu'à aujourd'hui. Les constantes anthropologiques, hein, c'est-à-dire en fait ce que l'histoire et l'anthropologie ont montré comme étant en fait ce qui dure dans le temps. Et puis bon, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Je veux dire, si l'espèce humaine est arrivée jusqu'à aujourd'hui, ce qui fait que je peux vous parler, c'est parce qu'en fait elle était parfaitement fonctionnelle, elle était parfaitement viable depuis toujours, hein, en réalité. Enfin, qu'on soit créationniste, évolutionniste, peu importe. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, les uns et les autres, enfin, créationnistes et évolutionnistes se rencontrent. L'espèce humaine est viable. La preuve. Voilà. Donc, les nouvelles valeurs qui apparaissent depuis le 19e siècle, à peu près, hein, c'est elles qui sont pas viables. Donc c'est tout ce qui est libéral-libertaire, hein, j'entends par nouvelles valeurs. C'est-à-dire, en gros, les droits de l'homme, enfin, le droit de l'homisme. Le fait et donc la fascination pour l'égalité des droits, c'est ça qui est pas viable en réalité, puisque ça n'a pas été testé. Moi, ce dont je parle quand je dis comment dire que le mariage est un devoir, hein, je parle en fait des normes en vigueur dans les sociétés traditionnelles depuis des milliers d'années. Les gens étaient mariés de force même, en fait, à l'âge de 15 ans. Hein, dans toute société traditionnelle, c'est comme ça, enfin entre 15 et 20 ans à peu près. Donc là, le mariage est un devoir. Historiquement et anthropologiquement, c'est un devoir, c'est pas un droit. Et quiconque se retrouvait veuf, par exemple, c'est-à-dire seul, donc en dehors du mariage, pour des raisons accidentelles ou autres, en général, bon, était remarié assez rapidement. Bon, alors avec les veufs et les veuves, il pouvait y avoir des exceptions, évidemment, hein, bon, mais pas toujours facile de retrouver, de reconstituer un couple, à partir d'un certain âge, etc. Il y a tout simplement démographiquement, il n'y a pas le matériau humain, je dirais. Mais enfin, bref, toujours est-il que ça, c'est un truc qu'il faut toujours rappeler avec les fanatiques du droit, hein, l'égalité des droits. Le mariage n'est pas un droit, c'est un devoir. Alors c'est devenu un droit dans le vocabulaire contemporain, mais c'est une perversion. Une perversion des constantes anthropologiques, hein, qui font que nous sommes arrivés jusqu'ici. Si le mariage avait été un droit, mettons, il y a 10 000 ans, on ne serait pas là. Voilà, tout simplement. En fait, il n'y aurait pas eu assez de mariages et pas assez, en fait, de repopulation démographique, parce que tout simplement, il n'y aurait pas eu de pression sociale sur les gens pour créer de la cohésion sociale suffisante. Donc la pression sociale, hein, dans les petits villages, dans les petites sociétés, dans les tribus, avait une fonction, hein, tout simplement de survie. Hein, c'est aussi simple que ça, quoi. La survie de l'espèce suppose, en fait, que le mariage ne soit pas un droit. C'est même ça, en fait. C'est de cette façon-là qu'il faut formuler les choses. Donc ça, c'était le deuxième argument massu, qui de toute façon est factuel. Hein. Je veux dire, le mariage, dans les sociétés traditionnelles, le mariage est un devoir. Et ça, c'est strictement factuel. C'est un fait historique incontestable. Troisième argument massu. En fait, le problème, c'est que le mariage homosexuel, c'est un oxymore. Puisque le terme de mariage, mariage homosexuel ou mariage entre personnes de même sexe, en fait, c'est contradictoire dans les termes. Le mariage, par définition, hein, c'est une association de différences. Par définition. Donc on peut marier, par exemple, du noir avec du blanc, hein, du rouge avec du vert, du sucré avec du salé, mais on ne peut pas marier du blanc avec du blanc, du rouge avec du rouge, du salé avec du salé. Ça ne veut rien dire. Comprenez, je veux dire, si on prend comme comparaison la peinture, là pour les couleurs ou la cuisine, on voit bien que marier une saveur avec elle-même, ça veut rien dire. Que marier une couleur avec elle-même, ça veut rien dire. Alors, quand on parle du mariage, en fait, entre humains, d'un seul coup, on oublie que marier, ça veut dire associer des différences. Et que donc, on ne peut pas, si on respecte le sens des mots, on ne peut pas parler de mariage homosexuel. Alors après, évidemment, le lobby LGBT a trouvé une astuce, c'est de parler de mariage gay, mais bon, il faut toujours rappeler, les gays, c'est qui ? Voilà, bon, c'est des homosexuels. Donc en fait, bon, même si le signifiant n'est pas là, c'est le signifié. Donc rappeler le rappeler le signifiant du signifié, ça veut dire rappeler qu'on parle de mariage homosexuel et que ça, c'est un oxymore. C'est une contradiction dans les termes, ça ne veut strictement rien dire. Donc ça, c'était et donc en fait, on ne peut marier véritablement que de l'hétérogène, évidemment.
Et donc donc en réalité, de toute façon, le mariage tout court, hein, il n'y a pas à distinguer à l'intérieur. Le mariage tout court, de toute façon, était déjà ouvert aux homosexuels avant. Donc même du point de vue de l'égalité des droits, les homosexuels avaient le droit de se marier avec quelqu'un d'autre sexe. Ben oui. C'est aucun problème. Enfin, on n'a jamais interdit aux homosexuels de se marier. Sachant que mariage, ça veut dire contractualiser une union avec quelqu'un d'autre sexe. Et donc, il y a eu des homosexuels mariés dans les siècles passés. Ils n'étaient pas heureux. Enfin, ils rêvaient peut-être en fait à quelqu'un d'autre. Et puis, ils faisaient pas forcément beaucoup d'enfants. Mais je veux dire, les cas sont innombrables. Donc en réalité, même du point de vue de l'égalité des droits, qui est en fait une perversion de la notion historique et anthropologique du mariage, même de ce point de vue-là, de toute façon, les homosexuels ont toujours eu le droit de se marier. Donc ça, c'était le troisième argument massu. Et donc le quatrième, c'est donc pour rappeler que en fait tout ce délire sur le LGBT, en fait c'est, alors bon, il y a de multiples origines, hein, évidemment, mais il y en a une qui est bien documentée, c'est le pink washing. Alors le pink washing, c'est une technique de fabrication du consentement à la guerre, ultimement, hein, le but c'est ça, qui a été inventé par donc des think tanks américains et israéliens, pour commencer à cibler les pays dont ils avaient l'intention finalement de prendre le contrôle. Ça consiste en fait à réduire la légitimité politique d'un régime à la question LGBT. Donc voilà, ça donne par exemple, Poutine est homophobe, par exemple, ou alors je sais pas quoi, les homosexuels sont persécutés en Iran, ou ce genre de choses. Et donc à partir du moment où donc en fait tout le discours, toute la pensée politique et géopolitique se trouve réduite à une question, c'est gay friendly or not. Si vous êtes gay friendly, c'est bon, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire de la purée avec les enfants à Gaza, par exemple, aucun problème. Du moment que vous faites votre gay pride à Tel Aviv, aucun problème. Et en revanche, bon, effectivement, si vous n'êtes pas gay friendly, hein, si vous ne donnez pas, si vous n'accordez pas le mariage aux homosexuels, même si c'est impossible en vertu du sens des mots, mais bon, je joue avec l'oxymore, voilà. Donc là, bon, alors vous ne méritez plus d'exister, tout simplement. Vous devez être éradiqué de la surface de la planète, ce qui est le cas donc de la Russie, de l'Iran, de la Chine, etc., etc. Enfin bref, bizarrement, c'est à chaque fois, en fait, ce que Washington, Bruxelles, Tel Aviv désignent comme leurs ennemis. Ah bah tiens, ça alors, c'est quand même bizarre, quoi. Et c'est aussi les ennemis des djihadistes, hein. Donc comme quoi ça se trouve il y a une relation mystérieuse entre Daesh et le LGBT peut-être, c'est aussi les ennemis des nazis ukrainiens. Ah bah ça alors, donc bon, voilà, donc ça, alors le pinkwashing, c'est en fait bon, donc c'est une technique, hein, une technique rhétorique, une technique de com, et qui joue sur la compassion, etc., enfin sur le droit de l'homisme et évidemment en changeant le sens des mots. Et là, pour le coup, c'est parfaitement documenté, hein, je veux dire, il est même possible, en fait, d'utiliser, finalement, de trianguler un conflit au sein même du LGBT sur ce thème-là, puisque la première apparition du terme en France s'est faite, alors là, j'avais la date, c'est en 2012, si je me souviens bien, oui, voilà, c'est ça, en 2012, où vous avez donc des LGBT palestiniens, mais travestis en fait, hein, enfin je veux dire des LGBT qui vont jusqu'au bout, quoi, en fait, palestiniens qui sont venus faire une conférence en France pour en fait accuser Tel Aviv d'utiliser justement le LGBT pour attaquer les Palestiniens, pour attaquer les arabo-musulmans en général. Donc, en fait, il y a, et Judith Butler, par exemple, donc, qui est la grande prêtresse de la théorie du genre, s'est rangée du côté des LGBT palestiniens, parce qu'elle est pro-palestinienne, bien qu'étant juive, LGBT, etc., mais apparemment, bon, dans les milieux new-yorkais, etc., bon, c'est quand même assez à la mode d'être antisioniste, malgré tout. Et en fait, donc, on se retrouve avec des combinaisons assez complexes, hein, où en fait, on peut avoir donc des gens qui sont LGBT,
vraiment radicaux, quoi, enfin des radicalisés, je dirais, dans le LGBT, comme Judith Butler ou les deux Palestiniens là, qui sont des hommes mais qui se déguisent en femmes, et qui donc utilisent l'argumentaire LGBT, c'est-à-dire qui mettent en avant leur tendance, quoi, en fait, hein, pour attaquer l'usage que Israël fait du LGBT contre eux. Vous voyez, on en est là, hein, aujourd'hui. Tout ça, c'est sorti un petit peu, enfin bon, pas trop, parce que c'est explosif en réalité, hein, parce que du point de vue de tout ce qui est technique de com, etc., et spin, technique de spin, c'est-à-dire de retournement, on est au cœur là en fait, hein, finalement de ce que les think tanks et de ce que la propagande invente comme virus mentaux, hein, pour contaminer les esprits. Donc c'est sorti un petit peu en 2012-2013 tout ça, parce que bon, à l'époque il y avait un gros débat, hein, sur la question. Il y a notamment Guy Birnbaum qui est un journaliste là, du Monde, qui avait fait un long article là-dessus où il disait mais voilà, la situation devient très complexe. Hein, je veux dire, en fait, les LGBT eux-mêmes sont subdivisés entre pro-palestiniens et pro-israéliens. Et c'est une espèce de jeu de ping-pong là. Enfin, ils se renvoient en quelque sorte l'accusation, en gros, d'être l'oppresseur ou l'opprimé, chacun. Puisque les Israéliens se plaignent d'être opprimés par les arabo-musulmans, les arabo-musulmans se plaignent d'être opprimés par les Israéliens, etc. Et là, on a en plus donc la question LGBT qui vient se greffer là-dessus, mais qui ne réduit pas la fracture, finalement, sionisme-antisionisme, en fait. Donc, et là, bon, dans une perspective justement on pourrait dire d'envoyer des virus dans le lobby LGBT, ben ça c'est quelque chose qu'il faut exploiter, puisque c'est une ligne de fracture qui existe déjà. De la même façon que tu parlais tout à l'heure, en fait, du rapprochement complètement artificiel entre féministes et homosexualistes radicaux, quoi, qui n'a pas lieu d'être. Hein, Pierre Berger exploite le corps des femmes. Ce type n'a rien de féministe. Or, plein de féministes ont pris parti pour lui, et son lobby. Voilà. Donc là, il faut repérer les lignes de fracture, soit potentielles, hein, latentes, soit totalement déclarées, et puis appuyer à fond dessus, hein, évidemment. Parce que de toute façon, bon, tous ces gens, en quelque sorte, malgré tout, c'est un problème avec le principe de réalité. Voilà, c'est le principe de réalité qui doit l'emporter à la fin. Donc exploser les lobbies, de toute façon, c'est toujours bon, parce que les individus, finalement, sortent, hein, de leur milieu de socialisation. Et comme je vous disais tout à l'heure, là, le milieu, on pourrait dire, un peu de socialisation grégaire, fabrique des hallucinations collectives. C'est ça qu'il faut dissoudre. Hein, c'est dissoudre, en fait, les groupes fondés sur une hallucination collective. Donc ça, c'était le quatrième argument massu. Donc voilà, j'en ai fini pour la partie qui en quelque sorte qui touche au fond du débat. Donc je vous invite fortement à utiliser ces quatre arguments, hein, quand vous êtes en situation de retournement. Hein, quand vous êtes faut vous mettre vous-même dans la peau d'un spin doctor, de quelqu'un qui va travailler à retourner son entourage en faveur de ce que vous pensez. C'est-à-dire que, comment dire ça, bon, la guerre dans laquelle nous nous trouvons, hein, on est dans une guerre hybride, hein, qui se déroule effectivement sur le terrain en Syrie, en Ukraine, etc., et aussi dans les cerveaux. Hein, c'est-à-dire que, nous, on n'est pas des militaires, donc on va pas effectivement prendre notre fusil et aller tirer sur Daesh ou je ne sais quoi. Donc en fait, sachant que la guerre se déroule partout sur la planète, pour ainsi dire, et qu'elle a plusieurs théâtres des opérations. Notre théâtre des opérations, c'est le cerveau des autres. Donc nous devons infiltrer le cerveau des autres pour y planter, hein, des virus, hein, mais des bons virus, des gentils virus, comme dirait Chouard, oui voilà c'est ça, oui. Et voilà, et donc travailler en fait au retournement, hein, psychologique de notre entourage.
Sachant que, comment dire ça, ce travail peut prendre du temps. Hein. Faut pas être pressé non plus. Faut pas attendre à tout de suite là des effets comme ça un peu de révélation d'un seul coup. Quelqu'un comprendrait uniquement parce que on lui a parlé une fois ou qu'on a prononcé une phrase. Donc faut être patient aussi. Hein. Et donc ensuite, donc maintenant je vais passer plutôt sur la forme. Donc, la forme, c'est quoi ? C'est précisément là, maintenant, les techniques de com inspirées, même plus qu'inspirées, mais qui obéissent en fait aux grands principes de l'ingénierie sociale. Alors, donc bon, je me suis beaucoup inspiré, c'est pas que je me suis inspiré, mais bon, disons que j'ai pas mal lu de la psychanalyse. Freud, Jung, Lacan. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le troisième, Jacques Lacan. Pourquoi ? Alors, il y a beaucoup de malentendus sur la psychanalyse. Hein. Enfin, on lui fait dire des choses qu'elle n'a jamais dites. Mais en réalité, tout ça... en fait, fondamentalement, ce sont des banalités, mais auxquelles on ne pense pas souvent. Quand Lacan dit, par exemple, l'inconscient est structuré comme un langage. Bon, c'est une formule un peu hermétique. Bon, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire simplement que, en fait, nos projections émotionnelles, amour, haine ou indifférence, obéissent en fait à une rigueur logique et mathématique. Un langage, même quand je vous parle en français, là, j'utilise un code qui est mathématique. Parce qu'il y a des règles, il y a des exceptions, mais même les exceptions, en fait, d'une certaine manière, les exceptions font partie des règles aussi. Hein. C'est pas que les exceptions confirment la règle, c'est que les exceptions elles-mêmes sont codifiées comme des exceptions. Mais fondamentalement, un langage humain, c'est un système mathématique logique, avec une rigueur mécanique. Il y a des automatismes. Ce qui nous permet, en fait, au bout d'un moment, quand le petit enfant commence à apprendre une langue, la langue, sa langue maternelle, il doit effectivement réfléchir. Mais au bout d'un moment, ça devient des automatismes. Et donc, nos projections émotionnelles obéissent à une rigueur vraiment mécanique, logique, et donc modélisable. À partir du moment où quelque chose est mathématisable ou automatisable, ça peut être modélisé. C'est-à-dire que ça peut être schématisé. Un modèle, c'est quoi en science ? C'est un schéma en fait, ni plus ni moins. Si ça peut être modélisable, si nos émotions sont modélisables, c'est-à-dire qu'en fait le langage, en quelque sorte, fait rentrer nos émotions dans un cadre logique. Puisque quand je vais prononcer tel mot, par exemple, ça va provoquer telle chose chez vous. Donc c'est pour ça que c'est structuré comme un langage. C'est totalement automatisable. Si, par exemple, je sais pas, si vous aimez bien tel ou tel homme ou femme politique et que je prononce son nom, tout de suite, là, vous avez les pupilles qui se dilatent, etc. Vous êtes d'accord, vous m'aimez en quelque sorte, si je dis du bien cette personne. En revanche, si je dis du bien de quelqu'un que vous n'aimez pas, vous allez me détester. Et tout ça, en fait, j'appuie sur les boutons de votre sensibilité. Et je provoque ce que je veux en appuyant sur ces boutons. Je veux dire, je peux jouer un rôle, et je peux en fait prendre le contrôle de votre comportement en appuyant sur les boutons de votre sensibilité, en prononçant certains mots. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si nos émotions sont modélisables, ça veut dire qu'elles peuvent être donc schématisées et donc qu'on peut écrire. Un schéma, ça s'écrit, ça se modélise, c'est-à-dire que on en fait un blueprint, c'est-à-dire en fait une modélisation 3D, c'est-à-dire en fait on peut les dessiner, on peut en fait les écrire. Donc c'est pour ça que Freud, dans un premier temps, parlait des topiques, et que Lacan parlera d'une topologie, c'est-à-dire que nos émotions sont tridimensionnelles en réalité. On peut les modéliser dans un schéma tridimensionnel. C'est-à-dire que dans un espace. Par exemple là, il y a l'espace de la salle, je peux modéliser ce qui se passe entre nous. C'est l'intersubjectivité en phénoménologie, et en fait, donc, il se passe quelque chose entre nous, et je pourrais prendre le temps de dessiner, de faire des schémas géométriques. Après, je vais utiliser le tableau, mais ce sera pour autre chose, parce que j'y viens. Donc, si elles peuvent être modélisées, c'est qu'elles peuvent être analysées, découpées en morceaux et recombinées. C'est ce qu'on appelle de l'ingénierie. Quand je prends un objet, que je le découpe en morceaux et que je recombine ses parties, c'est ça de l'ingénierie. En génétique, ingénierie génétique, ingénierie sociale, donc je prends un objet social, une société, la France par exemple, je la découpe en morceaux et je recombine ses parties.
voire éventuellement j'en élimine certaines, j'en rajoute d'autres de l'extérieur, etc., etc. Je peux faire ça avec l'esprit, hein, je veux dire, puisque notre esprit, hein, nos émotions, sont structurées comme un langage. Donc je peux décomposer votre esprit et le recomposer en utilisant en fait des techniques de com qui produiront des effets et vous feront aller dans tel ou tel sens. Donc, il se trouve que nos projections émotionnelles définissent le type de relation que nous aurons avec autrui. Donc l'ingénierie sociale, ça consiste à prendre le contrôle de quoi ? De nos relations avec autrui. Hein, c'est pour ça que c'est furtif toujours. Hein. Parce que si ça se voit que je prends le contrôle de vos relations avec votre voisin, ça marche plus. Oui, donc c'est la furtivité, c'est-à-dire l'hameçonnage, est indispensable. Ensuite, le but, à partir de là, c'est de faire monter, par exemple, la méfiance pour déconstruire le collectif que j'ai en face de moi. Donc, je vais faire monter la méfiance entre vous. Hein, je sais pas, elle a dit quelque chose de bizarre sur vous. Enfin voilà, bon, il y a tout un tas de manières de faire pour faire monter la méfiance. Et puis, à l'inverse, je peux, pour créer du collectif, faire du team building en management, il va falloir faire monter la confiance. Voilà, donc l'ingénierie sociale, ça consiste à prendre le contrôle des relations de confiance, de méfiance, mais aussi d'indifférence éventuellement, par rapport à moi, par exemple, pour que je reste furtif. Donc là, on n'est pas dans le management, parce que, bon, le management, effectivement, le manager ne doit pas être furtif, il doit être vu. Puisqu'il est un peu en position de gourou. Mais l'ingénieur social, lui, n'est pas en position de gourou, il est plutôt en position manipulateur, donc il doit rester furtif. Donc il faut que les gens dont il prend le contrôle des projections ne le voient pas. Faut donc qu'ils mettent en place une tâche aveugle d'indifférence, ou alors lui fassent confiance, éventuellement. Donc il faut, là, à partir de là, être en position soit de sauveur, soit de victime. Application du triangle de Karpman. Et ensuite, pour faire monter la méfiance entre vous, je vais faire en sorte que vous vous perceviez comme des bourreaux mutuels. C'est-à-dire que je vais faire en sorte que vous me perceviez comme sauveur ou victime, ou alors que vous ne me perceviez pas du tout, et je vais faire en sorte que vous vous perceviez comme bourreaux mutuels. On baigne là-dedans. Hein. Je veux dire, avec toutes les relations entre les religions, entre les hommes et les femmes, entre les générations aussi. Voilà. Bon, maintenant, il faut savoir une chose, il faut oublier les idées. Hein. Tout ce que je vous dis là, en fait, c'est des techniques de com, c'est pas de l'idéologie, c'est pas de la théorie. Il faut oublier les idées parce que les gens n'ont pas d'idées. Fondamentalement, les gens réagissent en fonction, effectivement, de projection émotionnelle, c'est-à-dire en fonction de leur psychologie. Donc, c'est la psychologie qui décide. Sachant que votre état psychologique, votre tonus émotionnel, anxieux, relaxé, etc., en fait, est défini par l'état de votre compte en banque, fondamentalement. Ah oui, non. C'est malheureusement, je veux dire, je le déplore, je dis pas ça, mais dans le système où nous vivons qui s'appelle le capitalisme, notre tonus émotionnel, on est tenu par les couilles par notre banquier. C'est les chiffres qui sont chiffres numériques qui sont sur mon compte en banque qui définissent en fait l'alpha et l'oméga de mon existence. Ce ne sont plus mes ancêtres. Dans une société normale, les sociétés traditionnelles, c'est les ancêtres. C'est la filiation identitaire qui définit le destin. Avec la composante ethnique, culturelle, tout ce qu'on veut. Bon, là, aujourd'hui, on n'est plus dans des sociétés traditionnelles, donc la dimension identitaire qui était légitime, ça qui est toujours légitime, en réalité, elle est devenue, elle est court-circuitée, quoi. Voilà, ça, c'est pour vous expliquer mon positionnement par rapport à la question identitaire, qui a sa légitimité, mais qui aujourd'hui est hors circuit, en quelque sorte. Mais à laquelle il faut revenir, en sortant du capitalisme. Mais parler avoir des revendications identitaires en restant dans le capitalisme, ça, premièrement, là aussi, ça relève de l'oxymore, c'est infaisable. Et en plus, là, pour le coup, c'est hypocrite, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des politiciens qui vont tenir des discours de ce type-là. Quand je dis politiciens, pas exactement des politiciens, mais enfin bref, des agitateurs politiques, que ce soit chez les identitaires ou pas forcément déclarés, mais qui n'envisagent pas une sortie du paradigme capitaliste ou libéral-libertaire et qui, malgré tout, essayent donc de faire passer des revendications identitaires. Bon, ça, c'est en général là, on est plutôt dans la manipulation et pour justement créer des tensions identitaires et donc commencer à trianguler des conflits. En revanche, les revendications identitaires sont parfaitement légitimes à partir du moment où on précise bien qu'il va falloir sortir du capitalisme.
Voilà, c'est juste... c'est bon, j'ai des contacts avec les identitaires aussi, et ça se passe très bien à partir du moment où on arrive à se mettre d'accord là-dessus, en fait. Et il n'y a plus aucun problème. Et donc, voilà, donc... Dans la mesure où il faut effectivement oublier les idées et se concentrer sur la psychologie de votre interlocuteur. Ensuite, si on passe à l'étape supérieure, c'est-à-dire prendre le contrôle de la psychologie de votre interlocuteur, en fait, ce qu'il faut, c'est prendre le contrôle de son profil relationnel. Pourquoi ? Parce que, c'est un truc que j'ai inventé, profil relationnel. En fait, c'est le profil psychologique. En fait, le profil psychologique, fondamentalement, c'est le profil relationnel. Parce que un profil psychologique qui ne s'exprime pas en relation, c'est rien. Enfin, je veux dire, c'est un truc sous cloche, quoi, et ça n'existe pas. Donc notre psychologie est toujours en acte dans des relations. Et donc, il s'agit de prendre le contrôle des relations et des projections de votre interlocuteur. Si vous vous placez dans la perspective du spin doctor qui fait de l'ingénierie sociale à la machine à café au boulot ou dans les dîners de famille entre le fromage et la pomme. Et pour cela, donc, il faut définir ce que j'ai appelé, donc j'ai inventé un outil d'ingénierie sociale qui s'appelle donc le tableau de relations. Et qui en fait donc permet, à mon avis, est très pratique parce que ça permet de mettre à plat tout un tas de choses, tout un tas justement de transactions affectives qui sinon sont manipulées par nos ennemis. Parce que pour eux tout ça est très clair. En fait, donc là, il s'agit de modéliser, alors là, pour le coup, en 2D, en 2 dimensions, dans un tableau avec abscisse et ordonnées, l'éventail des relations que vous avez entre vous. Et notamment, en particulier, l'éventail des relations que les agrégats sociaux ont les uns par rapport aux autres. Qu'est-ce que j'entends par agrégats sociaux ? C'est tout simplement les groupes tels qu'on les identifie, c'est donc les groupes religieux, les groupes ethniques, les lobbies, tous les groupes sociologiques auxquels on a affaire. Le terme agrégat permet en fait de rappeler qu'aucun groupe n'est homogène. Donc les juifs sont pas homogènes, les chrétiens sont pas homogènes, les musulmans sont pas homogènes. À l'intérieur de ces agrégats, ces mots, ces grands mots, juifs, chrétiens, musulmans, francs-maçons, LGBT, etc., à l'intérieur de tout ça, il y a des scissions, il y a des lignes de fracture. Rien de tout ça. Donc c'est pour ça qu'on parle d'agrégat. Parce que il y a toujours quelque chose d'un petit peu artificiel à utiliser ces mots qui essentialisent. Donc faut jamais oublier ça. C'est-à-dire que les groupes que l'on perçoit ne sont pas homogènes. Or, précisément, donc le pouvoir, l'ingénierie sociale du pouvoir consiste à fabriquer de l'homogénéité quand il veut précisément nous dresser les uns contre les autres aussi, pour que nous percevions les autres agrégats comme parfaitement homogènes, de même que le nôtre, ce qui est aussi par autosuggestion. Ensuite, il faut préciser donc les injonctions, ou les prescriptions qui en fait vont essayer donc de régenter les relations entre les agrégats sur la base de ce découpage. Donc les prescriptions, c'est quoi ? C'est obligatoire, interdit, conseillé, déconseillé et autorisé. Là, on peut commencer à remplir la grille, ce qui nous permettra d'avoir une vision panoramique du champ social. Enfin, du champ social en termes d'ingénierie sociale, c'est-à-dire en termes de projection émotionnelle du type confiance, méfiance, indifférence, qui sont donc les 3 types d'émotions dont il faut prendre le contrôle pour commencer à faire de l'ingénierie sociale à proprement parler, c'est-à-dire de la recombinaison, de la combinatoire. Donc, par agrégat, donc on entend par exemple, alors là, puisqu'on est sur la question du LGBT, donc, concernant le LGBT, la confiance est quoi ? Est-elle obligatoire, interdite, conseillée, déconseillée ou autorisée ? En fait, la confiance, elle est obligatoire vis-à-vis du LGBT. On n'a pas le droit de se méfier des LGBT, sinon il y a une saloperie d'homophobes. Donc là, allez, on écrit obligatoire. La méfiance, interdite. L'indifférence, interdite. Ensuite, les religions. Alors LGBT, ça rentre dans la catégorie lobby. Donc il faudrait écrire lobby, en fait, voilà.
Ou alors faire la suite justement des lobbies, quoi. Ensuite, religion. Alors, comme on parle d'agrégats sociaux, en fait, en réalité, je ne parle pas des religions, je parle des agrégats sociaux. Donc, je ne parle pas du judaïsme, je parle des juifs, directement. Allons-y, hein. C'est un agrégat social, hein. Après tout, je veux dire, une catégorie sociologique. Donc, les juifs, confiance, obligatoire même, je dirais, à mon avis. Hein. Faut mieux faire, enfin bon, si vous voulez pas avoir de problème. Méfiance, interdite. Indifférence, interdite. Les chrétiens, confiance. Non. Plutôt déconseillé. Oui, il y a beaucoup de pédophiles, je ne sais pas trop ce que c'est. Méfiance, conseillé. Voilà. Indifférence, obligatoire et. Enfin, autorisé et interdite en même temps, quoi. Parce que bon, il faut quand même déchristianiser, quoi. Donc, voilà, quoi. Si on les laisse vivre, c'est pas le but non plus. Donc, c'est à mi-chemin, à mon avis, entre donc indifférence, hein, donc autorisé pour, en fait, comment dire ça, pour ne pas en faire justement des victimes. Hein, donc, dans le cadre du triangle de Karpman. Mais l'indifférence aussi est interdite parce qu'il faut quand même les liquider, enfin travailler en fait à dégager tout ça, quoi. Donc parfois il y a deux catégories. Hein. Enfin, c'est pas qu'il y a deux catégories, il y a deux prescriptions dans la même catégorie. Et parfois les prescriptions sont contradictoires. On va le voir avec les musulmans. Puisque vis-à-vis des musulmans, la confiance est... Alors, non, justement, alors, elle est obligatoire. Oui. Mais la méfiance aussi est obligatoire. Hein, puisque le message c'est quoi vis-à-vis de l'islam? C'est l'islam est terroriste, donc islamisons la France. Là vous avez les deux sionismes. Sionisme de droite, l'islam est terroriste. Sionisme de gauche, Jacques Attali ou d'autres, islamisons la France. Donc il y a les deux en fait, hein, vis-à-vis de l'islam. Et l'indifférence vis-à-vis des musulmans, plus exactement, pas de l'islam, l'indifférence interdite, de toute façon. Ou alors autorisé quand il s'agit justement d'implanter une nouvelle mosquée salafiste qui permettra d'envoyer des jeunes cons en Syrie. Et de radicaliser, etc., pour alimenter l'armée israélienne qui est en train de, sous couvert de wahhabisme, en train de construire le Grand Israël en Syrie et en Irak. Religion, alors bon, la franc-maçonnerie, on peut mettre ça aussi dans les religions, hein, donc vis-à-vis des francs-maçons, donc la confiance. Obligatoire. Oui, obligatoire, ou du moins conseillé, quoi. Voilà. Parce que là, alors pour ce qui est des francs-maçons, leur spécificité, c'est que en général, bon, ils cherchent pas à obtenir la confiance, mais ils préfèrent la discrétion quand même. Donc, en fait, pour les francs-maçons, on peut commencer par indifférence. Là, l'indifférence, là, il y a obligatoire, en revanche. Et ensuite, les deux autres, en fait, dérivent finalement du rapport à l'indifférence. À mon avis, en fait, donc c'est vrai que les francs-maçons, c'est un peu, on est dans la grisaille, quoi. Il vaut mieux, en quelque sorte, ne pas trop, radicaliser justement les émotions vis-à-vis des francs-maçons. Faut que ça reste, faut les laisser travailler tranquillement. C'est ça, en fait, fondamentalement. Et la méfiance est déconseillée. La méfiance, oui, c'est certain. Voilà, la méfiance est déconseillée. Oui, ça c'est clair. Ouais. Voilà, les religions. Alors on peut faire aussi le tour des autres religions qui sont en France, mais qui sont là pour le coup très minoritaires. Hein. Je sais pas, par exemple les bouddhistes. Il y en a un tout petit peu parmi les Chinois. Enfin bon, on les voit plus à Paris peut-être qu'à Lille. Alors les Chinois se partagent entre bouddhistes et confucianistes. Bon là en réalité c'est confiance autorisée, méfiance autorisée, indifférence autorisée, tout le monde s'en fout en fait. Il n'y a pas de... Vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas d'obligation. Parmi les lobbies, on peut faire toute la série des lobbies, je sais pas, le lobby pharmaceutique ou tous ces trucs-là. Alors il y a aussi, donc, après, il y a les nations. Enfin, les pays, quoi, en fait, Alors là, par exemple, en ce moment, alors si on parle, par exemple, de la Russie, confiance interdite, évidemment, méfiance obligatoire, indifférence interdite. L'Iran, ça a un tout petit peu bougé ces dernières années, mais bon, pendant très longtemps, confiance interdite, méfiance obligatoire et indifférence interdite.
Alors ça a un tout petit peu bougé parce que à Washington, ils sont pas tous, malgré tout, sur la ligne du lobby sioniste. Je veux dire, bon, l'accord sur le nucléaire iranien a fait bouger un petit peu les lignes. Mais bon, je pense que le lobby sioniste n'attend qu'une chose, c'est justement de revenir à quelques années auparavant et à rembobiner la cassette, quoi. Quoi d'autre encore? Bon, je sais pas. Enfin, on peut faire à chaque fois de toute façon. Enfin, voilà, vous avez compris le mécanisme. Et bon, une fois qu'on a rempli, par exemple, enfin, du moins une fois qu'on a mis tout ça à plat, ben voilà, notre rôle, c'est de faire bouger tout ça en fonction de notre intérêt. C'est de réécrire le tableau de relations en fonction donc de notre intérêt qui est donc de stabiliser, parce que bon, moi mon intérêt personnellement c'est de stabiliser le pays. Finalement, c'est rien d'autre que ça. Je veux dire, une fois qu'on a en fait modélisé tous les discours politiques de droite, de gauche, patati patata, je veux ceci, je veux cela, j'espère ceci, j'espère cela. À la fin, bon, moi finalement, j'en arrive en fait à la modélisation de toutes mes modélisations en quelque sorte, c'est-à-dire à la quintessence de ce que je veux. Tout ce que je veux, c'est que ce soit stable dans ma vie et autour de moi. Voilà. Bon, ça, c'est mon vœu de classe moyenne. Et en fait, j'ai remarqué qu'en gros, bon, dans le spectre socio-économique qui va du prolétariat éduqué jusqu'à la petite bourgeoisie, même jusqu'à la moyenne bourgeoisie, on veut tous ça, en réalité. Et qui ne veut pas de stabilité, qui veut le chaos, en gros, c'est le sous-prolétariat, dans le vocabulaire un peu marxiste, mais qui pour le coup là, fonctionne à fond. C'est le sous-prolétariat dégénéré, les racailles, etc. Et puis le sommet de l'oligarchie, qui effectivement ça s'amuse beaucoup à provoquer des guerres, enfin des guerres entre nations, et puis des guerres civiles. Et donc bon voilà, là on a effectivement le sommet et la base de la pyramide sociale, et avec donc effectivement le sous-prolétariat comme armée de réserve du capital. Et puis nous autres braves gens pris en sandwich quoi. Maintenant bon après c'est pour ça qu'il faut effectivement donc recomposer les relations de confiance sur une base à mon avis socio-économique, puisque fondamentalement nous avons tous le même intérêt, du prolétariat éduqué jusqu'à la bourgeoisie. Voilà. Et donc travailler à augmenter la méfiance vis-à-vis effectivement donc du sous-prolétariat. En l'occurrence là, voilà, par exemple les clandestins qui aujourd'hui sont dans l'agrégat sous-prolétariat fondamentalement, même s'ils sont pas méchants. Je veux dire, la question elle est pas là. La question est que quand George Soros enverra le mot attaque sur tous les smartphones auxquels tous ces pauvres gens sont connectés, ils nous attaqueront. Et pas parce qu'ils sont méchants, tout simplement parce qu'ils auront pas le choix. Et donc en fait, à côté de la racaille, disons qu'il y a une nouvelle catégorie du sous-prolétariat, c'est le clandestin. Le clandestin qu'on va stocker donc dans des camps de la mort en réalité, et qui le jour J, quand Soros l'aura décidé, rentreront chez nous par la fenêtre. Du moins pour ceux qui habitent au rez-de-chaussée, et puis bon, mais ils peuvent poser des échelles et puis ou défoncer les portes et puis prendre les escaliers. Donc là, on a affaire, et bon, c'est pareil. Alors il faut dépassionner le débat sur les clandestins. Je veux dire, il y en a plein qui arrivent ici, bon, les mains dans les poches, sans trop savoir, voilà. Enfin, c'est un peu l'aventure. Ils sont jeunes, etc. Il y a toute une partie de cette population aussi qui est en fait tout simplement, c'était de la petite bourgeoisie syrienne là. Enfin, ils ont tout vendu là-bas. Ils sont venus ici, ils se retrouvent dans un gymnase. Enfin, il y a eu des vidéos qu'on a vues, là, c'est des hipsters carrément syriens. Mais bon, bref, de toute façon, eux font partie de cette armée de zombies, en fait, qu'on appelle le sous-prolétariat, quoi, et qui est totalement sous contrôle donc, du sommet du capital. Donc c'est ces deux catégories-là qu'il faut effectivement, tout simplement, par rapport auxquelles, vis-à-vis desquelles il faut faire monter la méfiance. Pour donc déconstruire le rapport de confiance que les médias veulent nous inoculer, veulent nous inculquer vis-à-vis justement des clandestins. Où il faudrait les accueillir, etc. Bon, moi, la franc-maçonnerie dans ma famille, ils en sont là, quoi. C'est, il faut les accueillir, le cœur sur la main, moi je suis humaniste, et blablabla, voilà. Bon, à chaque fois je demande, vous en avez combien chez vous ? Mais là, le débat est pas là,
Non, mais c'est toujours pareil, hein, c'est la chanson là, les brigandes. Jacques a dit on en veut des millions, mais pas dans ma maison. Voilà. Donc, enfin, bon, là c'était un aparté sur ces questions-là. Donc nous avons un intérêt commun hein, de classe, un intérêt de classe. Je considère que fondamentalement la grille de lecture la plus pertinente, ça reste la lutte des classes. Nous avons un intérêt de classe socio-économique qui va donc du prolétariat éduqué jusqu'à la bourgeoisie. Notre intérêt, c'est de faire monter la confiance entre nous, hein, et donc en oubliant effectivement les origines à caractère identitaire, puisque même si elles sont légitimes du point de vue historique, en contexte capitaliste, les cartes sont rejouées. Enfin, rebattu, je veux dire. Et on assiste en fait à une nouvelle distribution des cartes. Donc notre intérêt, c'est donc effectivement, et pour essayer de reconnecter à la question donc LGBT et la GPA, effectivement, notre intérêt, c'est de faire monter la méfiance vis-à-vis du lobby LGBT. Qui en fait, bon, lui, effectivement, donc fait partie du sommet de la pyramide du capital, et donc de faire comprendre aussi, hein, éventuellement, aux gens qu'on connaît autour de nous, mais en général, les homosexuels justement normaux, je dirais, en fait, sont de toute façon assez rétifs et assez méfiants vis-à-vis du lobby LGBT. Je me souviens à la manif pour tous qui s'était achevée sur les Champs-Élysées, il y avait un type, un mec en fait, du lobby LGBT qui était venu parler à la tribune et qui avait dit voilà bon là j'en peux plus, je viens vous parler en fait parce que ne vous méprenez pas sur le lobby LGBT. En réalité, qui est à l'origine du mariage homo? C'est 200-300 personnes en France. Et je pense qu'il était bien informé, puisqu'il vient de ce milieu-là, et qu'il a passé sa vie certainement à faire du marketing idéologique sur Internet, contre l'homophobie, etc., etc. Et puis un jour, il s'est dit, bon ben voilà, trop c'est trop. Donc, et il a rejoint la Manif pour tous. Et il est venu nous dire... Il s'appelle Xavier Bongibaud. Et c'est quelqu'un de très intéressant, hein, toujours comme ça, pour casser les lignes, hein, pour introduire une fracture dans son propre milieu. Il est très intéressant. Voilà. Ça, je me souvenais plus de son... Bongibaud, oui. Il a fait un livre. Ouais. Et en fait, mais le pire, je crois qu'il n'est pas le seul du tout, en fait. Enfin, il n'est pas le seul homosexuel venant du lobby LGBT à avoir rejoint la Manif pour tous. Et, sachant qu'il n'est pas persécuté et qu'il se passe, qu'il n'y a absolument aucun problème. Donc voilà, il faut travailler une convergence de lutte de classe, hein, donc sur ce spectre-là, en fait, et puis donc travailler effectivement à faire monter la méfiance vis-à-vis du sommet et du sous-prolétariat, et puis faire monter la confiance, hein, en fait, entre les catégories qui vont donc du prolétariat éduqué à la bourgeoisie. C'est-à-dire, ça suppose aussi de passer au-delà, hein, du marxisme, bête et méchant, qui en fait, le marxisme bête et méchant, qui consiste à faire monter la méfiance vis-à-vis de la bourgeoisie. Non. Fondamentalement, aujourd'hui, moi j'ai un petit parcours politique embryonnaire, bon, j'étais plutôt à gauche, mais je veux dire, je me disais, mais quand la bourgeoisie sera-t-elle frappée par le capital? Bon, c'est venu en 2012. En 2012, avec justement la Manif pour tous, la bourgeoisie a compris ce que c'était que le capitalisme. Et là, on a un point de convergence. Enfin bon, moi venant plutôt du prolétariat, du côté de ma famille, et m'étant un tout petit peu élevé au niveau des petites classes moyennes, bon, je me disais, il y a 20 ans, j'anticipais en fait sur les évolutions à venir, et je me disais, un jour, la bourgeoisie, elle aussi, sera frappée par le capitalisme. C'est inévitable. Parce que c'est un truc c'est un acide qui dévore tout, quoi. Et ben c'est arrivé en 2012, et là, d'un seul coup, je me suis retrouvé sur la même ligne que Radio Courtoisie. Voilà. Je veux dire, ça m'a pas étonné parce que je m'y attendais, en fait. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que en face, ils comprennent ça aussi, en fait. Bon, ils sont en train, je pense qu'ils le comprennent, hein, plus ou moins. Enfin, je veux dire, les lignes bougent, en fait. Hein. Mais effectivement, et je pense même que de toute façon, l'avancée du capitalisme touchera aussi, de toute façon, va monter de plus en plus haut. Bon, pour ce qui est du sous-prolétariat, bon, il n'y a rien à attendre, puisque de toute façon, ils n'ont plus accès à leur propre cerveau, qui est totalement sous contrôle, soit par des molécules chimiques, parce qu'ils sont sous acide, ou etc., etc. Donc là, bon, le sous-prolétariat, il faut juste s'en protéger, il n'y a rien à attendre. Maintenant, on peut espérer aussi que même la grande bourgeoisie, même le MEDEF,
soit un jour impacté par le capitalisme, ce qui devrait arriver aussi, puisque bon, là ils sont encore sur une ligne, on veut des migrants, on veut des clandestins, mais comme le patronat allemand, mais le patronat français, au MEDEF, est aussi sur cette ligne-là, et aussi sur la ligne effectivement pro-LGBT à fond, GPA, etc. Mais de toute façon, eux-mêmes seront touchés aussi. C'est inévitable. Et en fait, en réalité, à la fin, bon, c'est toute l'espèce qui va être liquidée de toute façon. Et à ce stade, bon, c'est Jacques Attali qui finalement délivre le message le plus honnête. C'est de toute façon, l'avenir est au transhumanisme. Donc en fait on liquide tout le monde, y compris finalement le lobby juif en fait. Je veux dire, qui va disparaître aussi dans ces conditions. Je veux dire, les transhumains, je veux dire, c'est pas des juifs quoi. Enfin, ou alors c'est une définition très particulière du judaïsme. Mais bon, là c'est là où on voit en fait que effectivement il y a peut-être, comme dirait Dieudonné au-dessus de cette soleil, il y a peut-être quelque chose entre les deux quoi. C'est qui est encore au-dessus de la judéo-maçonnerie et qui n'en est pas vraiment en fait, mais qui a encore autre chose quoi. Et voilà, donc c'est un outil que j'ai inventé comme ça, voilà. Je pense que ça peut être pratique et que ça peut être utilisé à des fins constructives, dans une perspective de stabilisation qui est notre intérêt à tous et toutes.